Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence dans ce nouvel audio. Nous allons dans celui-ci voir en quoi mourir pour devenir ce que nous sommes est nécessaire pour répondre au mieux à l'appel de la paix sur la terre, thème de notre cycle annuel. Alors qu'au premier abord, tout semble opposer ces deux verbes, mourir et devenir, nous allons, au travers de notre déroulé, tenter au mieux de les réconcilier. Dans un premier temps, nous nous questionnerons sur qu'est-ce que devenir et qu'est-ce que mourir. Et nous chercherons à répondre de ce que cela signifie selon deux états de conscience distincts. Un premier état de conscience individualiste, puis un deuxième état de conscience impersonnel. Nous poursuivrons notre étude par le questionnement du conflit, en identifiant les différentes approches de celui-ci qui dévoilent le point d'épanouissement auquel œuvrer, et pour terminer, nous verrons en quoi s'émanciper de l'opposition apparente, devenir mourir ou mourir devenir, peut nous conduire à emprunter un chemin de réconciliation au cœur de l'ensemble de nos relations, nous permettant d'œuvrer plus largement au service de notre mutuel retour à l'unité et finalement à la paix. Alors, qu'est-ce que devenir ? Devenir est le mouvement progressif de l'épanouissement d'une semence qui porte en elle l'ensemble des caractéristiques propres à son développement. Devenir est pour ainsi dire la mise en œuvre d'un plan archétypal qui connaît la fin dès le commencement, mais aussi l'ensemble des étapes de croissance nécessaires à l'épanouissement de ce qui doit être. Un modèle substantiel, invisible, intangible, qui prend tout en compte jusqu'à sa pleine réalisation. De telle sorte qu'une graine de courge donnera, de par le plan archétypal qu'elle contient, une courge, avec des qualités, couleurs, senteurs spécifiques à cette semence. Tout comme la semence humaine contient le plan archétypal du développement d'un être humain. Un développement biologique et structurel qui porte également l'intention du plein épanouissement de l'ensemble des qualités spécifiques à la conscience de soi. Alors, quelles sont les différentes étapes qui permettent ce développement ? Dans un premier temps, devenir est un but existentiel, commun à l'ensemble des individus tournés vers la réalisation et l'épanouissement de son identité personnelle. Le « je suis » apprend à se connaître lui-même en tant que personne en conscientisant tout au long de son enracinement ses besoins, ses facilités, ses difficultés, ses défauts et ses valeurs. Il apprend à se définir par ce qu'il fait et ne fait pas, ce qu'il possède et ne possède pas, ainsi qu'à travers une ligne d'horizon porteuse de possibilités plus ou moins larges d'évolution personnelle. En cherchant alors à adopter un style de vie qui soit autant que possible le reflet de la représentation qu'il a de lui-même. Et lorsque le « je suis » rencontre une autre personne à qui se présenter et qu'il se définira comme jardinier, maman, transgenre, chrétien, avocat, médecin, chômeur, député, voire en tant que femme transgenre au chômage, cela suscitera dans la relation différentes réactions propres à la représentation que chacun se fait de ce que signifie parvenir à devenir un être humain épanoui. Réactions à partir desquelles nous tisserons un certain nombre de liens qui renforceront nos valeurs personnelles et nous permettront de développer et d'affirmer les attributs de notre statut identitaire. Dans ce contexte de « je suis » en formation ou formé, se creusent des écarts qui reposent sur la comparaison et la compétition, et avec elle l'attente de recevoir d'autrui la reconnaissance de l'importance que nous nous accordons. Mais quand l'individu
est au centre de l'histoire de son devenir personnel. Quelle est sa relation à la mort ? La mort est présente partout dans la nature et se trouve être aussi banale que la naissance, car étant les deux aspects d'un même mouvement de vie, l'une ne va pas sans l'autre. D'ordinaire, quand nous pensons à la mort, nous pensons à la mort biologique, qui signifie un arrêt complet, définitif et irréversible du corps qui, cessant d'être animé du souffle de vie, se désintègre. Mais dans le contexte humain, tout comme devenir humain nous conduit à penser l'être humain au-delà de son développement biologique, mourir nous conduit à penser la mort humainement, c'est-à-dire au-delà d'une simple disparition du corps physique. En effet, lors de notre développement personnel, tous nos efforts sont tendus pour devenir quelqu'un, en apprenant à contrôler autant que possible le courant de notre existence. Ce que nous sommes devenus, reposant sur l'ensemble des liens matériels, affectifs et intellectuels tissés au fil de nos rencontres, nous nous sommes attachés et identifiés à tout ce qui nous représente, ainsi qu'à tout ce que nous avons construit. Quant au suicide, il témoigne également de la part de l'individu en détresse d'une identification à ses attachements, ainsi qu'à sa personne. S'émanciper de ces liens, se désidentifier d'une situation temporaire paraît tellement impossible, et la douleur si vive, que s'en libérer par la mort physique paraît être la seule issue possible. En cela, le suicide est aussi une façon de chercher à contrôler personnellement sa destinée. Mais qu'il s'agisse d'une mort naturelle, d'un accident ou d'un suicide, quand il s'agit de la mort de nos proches, de par l'intensité des liens que nous avons tissés avec le ou la défunte, celle-ci, du moins en Occident et à notre époque, est souvent vécue comme un drame, pouvant, au-delà de la tristesse, aller jusqu'au sentiment d'abandon, suscitant la colère envers le ou la disparu ou envers soi-même. Et quand bien même l'on serait porteur de l'idée de réincarnation, de celle de la libération de l'âme de son conditionnement formel, le sentiment de séparation est tel qu'il peut conduire à éprouver une grande souffrance. La mort est comme un souffle qui vient balayer sur son passage tout ce qui a été construit, mais aussi tous les projets fixés, soulevant avec tristesse et regret tout ce que l'on n'aura pas eu le temps de vivre et de partager ensemble. Et du nous, de l'autre, nous reste alors la nostalgie de moments passés qui ravivent avec douleur la présence de l'absence. Naître, devenir et mourir pour ne rester qu'un vague souvenir dans la mémoire des vivants. Quelle désolation! A contrario, c'est dans ces moments de réelle impuissance face à la mort que des échanges plus profonds peuvent se faire entre des personnes qui ont passé des années l'une à côté de l'autre, offrant alors à la relation la possibilité de se libérer du poids du passé. Et dans ces instants, emplis de souffrance et de grâce, notre sensibilité peut s'éveiller à la présence de l'être véritable, dépouillé du bruit des apparats. Alors, dans la présence d'un silence plein, l'essentiel peut surgir au sein de la conscience, poussant à réenvisager le sens même de l'existence. La mort peut alors cesser d'être considérée comme un point final, pour devenir une porte ouverte sur l'inconnu en mesure d'accueillir l'être intérieur. Choisir d'apprendre à mourir à notre attachement, à notre identité de façade, pour renaître à l'être essentiel qui se loge derrière toute personne. Apprendre à le reconnaître, le conscientiser, l'aimer, afin, au cœur de notre existence, vivre de plus justes relations. Se dessine alors une nouvelle étape sur le chemin du développement humain, où notre personnalité cesse d'être un but en soi pour devenir un moyen de servir l'ensemble. Qu'entendons-nous par là ? Pour revenir à notre définition initiale, devenir,
repose sur la reconnaissance d'un plan de développement archétypal contenu dans toute semence. Cela signifie par analogie que le développement de l'être humain n'est pas le fruit d'un hasard, qu'il n'est pas non plus le fruit de notre imagination, mais signifie bel et bien que la semence humaine porte en elle dès le début ce qui doit être à la fin. Qu'ainsi au cœur de cette semence vit non seulement un modèle humain, mais la conscience de l'ensemble des étapes nécessaires à son plein épanouissement. Étonnant, non? Et on nous l'aurait caché. Oui, bien caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et comment allons-nous le découvrir, ce plan archétypal? Simple, en pénétrant nos profondeurs intérieures. Mais procédons également par étapes pour développer cette idée. D'un point de vue de la semence de vie que nous sommes, la mort n'est pas séparée de la naissance. Il s'agit de la force motrice de la relation unitaire de deux opposés complémentaires à l'origine de toute évolution possible. Mettons quelque peu en perspective cette idée. Toute semence meurt à son état originel pour s'enraciner, se développer, se transformer et devenir ce qu'elle doit être pour laisser transparaître pleinement tout le contenu invisible dont elle est porteuse jusqu'à le rendre pleinement visible. Il en est ainsi pour la semence humaine. Celle-ci meurt à son état de semence pour s'enraciner sur terre et se développer jusqu'à maturité. Ainsi, de l'état de conscience d'un embryon humain à la conscience de l'enfant, à celle de l'adolescent, puis de l'adulte, il s'agit à chaque fois de mourir à un certain état de conscience de soi pour renaître à un autre, jusqu'à devenir pleinement humain. Mais que signifie devenir humain au-delà de ce que nous avons déjà pu en dire ? Nous avons vu que la spécificité du développement de la semence humaine est la conscience de soi. Dans un premier temps, le « je suis » se définit et se limite lui-même dans l'enclos identitaire d'une personnalité personnelle. Un aboutissement important mené non sans effort pour parvenir à un état de conscience égocentrique qui se caractérise par l'attente de voir ses désirs se concrétiser. Ceci étant la conséquence du « je suis », enracinée dans la matière la plus dense, la conscience est naturellement identifiée au temps et à l'espace, c'est-à-dire au monde visible. Et si mourir à l'état de conscience de l'enfant pour naître à celle de l'ado puis de l'adulte se fait avec un sentiment de gagner en âge au profit de la croissance d'un moi toujours plus lumineux, mourir à l'ensemble des liens que nous avons personnellement tissés pour renaître à l'être essentiel à l'arrière-plan de toute personnalité est loin d'être facile. Car il s'agit en toute conscience de faire le choix de mourir à soi-même. Il ne s'agit pas ici de la fuite du terrain de notre existence, mais bien d'une étape cruciale, qui fait pleinement partie du développement de la semence humaine, où l'humain peut librement conscientiser le plan archétypal qu'il contient en lui-même, lui permettant alors d'obéir à ce qui doit être. Cette obéissance est libre et ne repose sur aucune autorité extérieure ou personnelle, sur aucune représentation intellectuelle de ce qui doit être, mais sur une écoute subtile de l'au-delà du monde visible. Cette obéissance témoigne alors que nous entrons dans le passage d'un état de conscience personnel de soi à un état de conscience de soi impersonnel. Il s'agit alors d'apprendre à se connaître soi-même en pénétrant les profondeurs de notre intériorité, et dans ces profondeurs, mourir à notre identification au temps et à l'espace, à tel point que cela conduit à une expansion de conscience, et dans cette expansion, éprouver l'unité de l'ensemble des êtres vivants. Qualifiée par un vécu d'amour sans frontières, cette plénitude d'être ne souffre d'aucune limitation temporelle ou spatiale, et témoigne d'un contact avec l'être véritable, l'habitant de la forme. Cette renaissance, furtive lors de nos premières méditations ou de nos silences profonds, nous conduit à retourner de plus en plus régulièrement dans l'au-delà du visible, afin de renaître à notre essence, jusqu'à ce que l'œil intérieur soit pleinement imprégné, au cœur de l'existence, de la vision claire de la réalité
de notre mutuelle unité, ce qui nous conduit finalement à la compréhension que devenir humain nous demande de vivre au quotidien en conformité à la réalité de notre adelphité fondamentale. Exister pour servir l'unité sans être attaché à l'existence. Exister afin d'être passeur d'essentialité, passeur d'amour sans rien attendre en retour. Quand il s'agit de le lire ou de l'entendre, nous sommes pour bon nombre OK. Mais quand il s'agit de l'écrire et de le nommer, nous sommes confrontés à toutes les difficultés de ce que signifie s'inscrire consciemment sur le chemin visant à devenir humain. Et les stratégies et justifications de notre égoïsme sont multiples pour tenter d'éviter ce devenir. Et si nous voyons aisément chez les amis les ruses pour fuir le retour à l'unité, oser se regarder en face pour s'émanciper de nos propres résistances et difficultés à conscientiser davantage l'être que nous sommes, est le plus grand bien que l'on puisse offrir à l'humanité dans son ensemble, ainsi qu'à l'ensemble de nos relations en particulier. Mais mourir à notre représentation du monde, construite sur l'illusion d'être séparés les uns des autres, n'est pas une mince affaire. Pourtant, à elle seule, cette illusion entraîne l'ensemble des injustes relations qui enferment l'humanité dans le tourment de la souffrance. Pour ainsi dire, l'illusion de la séparation est la cause de l'ensemble des conflits interpersonnels, tant au niveau international qu'au niveau individuel, que nous vivons et continuerons d'alimenter dans son aspect destructeur tant que nous continuerons d'être manipulés par celle-ci. Mais s'extraire de cette illusion de séparation engendre également un conflit intérieur, dont l'intensité du vécu peut aller parfois jusqu'aux limites de ce que nous pensons être supportable. Approfondissons maintenant cette notion de conflit. Qu'est-ce que le conflit? Et quelles en sont les différentes approches selon le déroulé du plan qui nous conduit à devenir humain? Étymologiquement, le conflit est constitué du préfixe con, qui signifie ensemble, et de la racine latine figere, qui signifie opposé. Conflit signifie ainsi opposé, ensemble. Le conflit, à quelque niveau que ce soit, vient donc toujours nous signifier la relation unitaire d'opposés. Pas toujours évident à conscientiser. Cheminons là aussi pas à pas. Le conflit vient nous présentifier la présence d'un autre, avec lequel nous sommes en relation. Et selon l'état de conscience en veille ou en éveil sur le chemin de notre devenir humain, nous allons l'aborder de manière tout à fait différente, engendrant un contexte relationnel involutif ou évolutif. Autrement dit, nous allons soit lutter l'un contre l'autre au profit d'une victoire personnelle et temporaire, au détriment de l'autre, soit lutter ensemble au nom d'une victoire commune sans cesse renouvelée. Rappelons que l'humanité est une, et que ce qui se passe au niveau global se passe en fractal au niveau individuel. Quand il s'agit de viser un développement identitaire, l'énergie du conflit dans la relation est utilisée à des fins d'expansion et de préservation personnelle, ce qui n'est autre que l'élan naturel du moi manipulé par la peur de la mort de son égocentrisme. Mais fondamentalement, le conflit nous parle d'une dissonance et d'un désaccord dans la relation, et nous signifie la présence d'un autre point de vue que le nôtre, d'une autre réalité que la nôtre. Il porte en lui l'idée que par l'union, l'élargissement de notre vision et l'épanouissement d'un nouvel état de conscience sont possibles. Aussi, s'il témoigne d'une distance qui nous sépare, il est aussi le fil conducteur d'un chemin à parcourir pour devenir ensemble un peu plus humains. Lutter et mourir ensemble à tout ce qui suscite la peur, la désunion et le séparatisme dans la relation, afin de renaître à un nous unitaire supérieur au parti pris, en mesure d'accueillir l'inconnu. Voilà la beauté qui se loge secrètement au cœur du conflit. Dans cette dynamique, mourir ne s'oppose pas à devenir, mais au contraire, est un des prémices nécessaires pour servir notre mutuelle évolution, en choisissant chaque jour de mourir un peu plus à nos penchants égoïstes pour devenir chaque jour un peu plus humain.
Et s'il nous arrive de penser d'une entreprise, d'une association ou d'une personne qu'elles sont profondément humaines, c'est qu'au prix d'un certain nombre de morts et de renaissances, leur identité personnelle s'est effacée pour accueillir et servir à travers elles plus grand qu'elles-mêmes. Laissant alors transparaître un état de conscience unitaire, leurs pensées, paroles et actions suscitent le meilleur en chacun d'entre nous. La qualité de la présence qui rayonne à travers ces structures témoigne de la présence infinie de l'amour qui les anime, mais aussi de la force tranquille de la sagesse qui, prenant tout en compte, veille sans relâche à servir l'avancée possible de l'humanité. Pour conclure, nous pourrions dire que l'amour, qui se limite à nos proches, nos amis, notre animal de compagnie, notre nation, est toujours en deçà de l'amour illimité de l'être indéfinissable. Et si nous ne pouvons du jour au lendemain laisser pleinement transparaître cet amour impersonnel à travers nos personnalités, c'est pourtant la seule issue possible pour qu'advienne la paix dans le monde. En choisissant de mourir chaque jour un peu plus à la peur de la mort, nous nous entraînons et nous entraidons les uns les autres à accueillir l'énergie de vie nécessaire à l'épanouissement des qualités essentielles présentes dans la semence humaine. Alors osons ensemble devenir chaque jour un peu plus humains que nous ne le sommes déjà. Merci à vous et à bientôt.